On pourrait croire que Le Seigneur des Anneaux était une fin parfaite, une conclusion grandiose à la plus vaste épopée de fantasy jamais écrite. Et pourtant, après la parution, quelque chose a commencé à peser sur Tolkien. Ses lecteurs, fascinés, en voulaient davantage. Ses éditeurs aussi, l'histoire semblait trop riche pour s'arrêter là. Alors, le professeur a cédé à cette pression, ne serait-ce qu'un instant. Il a pris sa plume et commencé à tracer les premiers mots d'une suite. The New Shadow, la nouvelle ombre. Une nouvelle histoire, sombre, intrigante, qui devait se dérouler bien après la chute de Sauron, dans cette 4e âge où l'héritage d'Aragorn devait se confronter à la fragilité des hommes. Mais pourquoi Tolkien a-t-il finalement renoncé à ce projet ? Si vous voulez le découvrir, installez-vous au coin du feu comme en terre du milieu. Et n'oubliez pas, pour que cette chaîne ne disparaisse pas comme l'anneau dans les flammes de l'Orodruin, abonnez-vous et laissez un like plus brillant qu'une étoile d'Erendil. Tolkien n'a écrit de cette mystérieuse suite qu'une poignée de pages, 13 tout au plus. Et pourtant, ces fragments suffisent à éveiller une étrange fascination. Dès les premières lignes, on sent que l'on pénètre dans un monde qui n'a plus rien de la lumière de la comté ou des hautes heures de Minas Tirith. La paix que nous avions laissée triomphante à la fin du Seigneur des Anneaux s'est muée en quelque chose de plus fragile, de plus incertain. Dans ces esquisses, le décor est planté plusieurs décennies après la chute de Sauron. Aragorn, le roi Elessar, règne encore sur le Gondor, mais déjà son ombre s'allonge. Il vieillit, et chacun sait que son règne, si glorieux soit-il, n'est pas éternel. C'est dans ce climat de transition que Tolkien installe son récit, bien loin des batailles épiques et des grands élans héroïques auxquels ses lecteurs étaient habitués. L'ambiance est tout autre, sombre, étouffante, presque claustrophobe. Là où Le Seigneur des Anneaux s'élevait comme une épopée mythologique, The New Shadow semble vouloir descendre dans les ruelles, dans les arrière-cours, dans les replis secrets de l'âme humaine. Ce n'est plus l'histoire d'un anneau maléfique, ni celle d'un seigneur des ténèbres. C'est l'histoire d'hommes qui, privés de menaces extérieures, se débattent avec leurs propres démons intérieurs. Le manuscrit s'ouvre sur un dialogue entre deux personnages du Gondor, des générations après la guerre de l'anneau, et dès cet échange, on sent l'étrangeté. Des rumeurs circulent à propos de groupes de jeunes qui se réunissent en secret pour imiter les anciens serviteurs de Sauron. Non pas de véritables orques, ni d'authentiques Nazgûl, mais des enfants, des adolescents, qui jouent à la noirceur comme si le mal, même détruit, trouvait toujours un chemin pour séduire et renaître. Cette idée est vertigineuse. Tolkien suggère que le mal n'a pas besoin de Morgoth ni de Sauron pour se propager. Il se cache dans les désirs, dans les frustrations, dans la nostalgie malsaine d'une grandeur passée. Des sectes se forment, discrètes, silencieuses, presque invisibles. Dans un monde en paix, les fissures apparaissent, et dans ces fissures s'infiltrent des ombres nouvelles. Il n'y a pas de grandes armées dans ces 13 pages, pas de héros destinés à marquer l'histoire. Au contraire, tout y respire la petitesse, l'échelle humaine. Le danger ne vient pas d'un Mordor flamboyant, mais de gestes banals, d'attitudes inquiétantes dans le quotidien. Des enfants qui prennent plaisir à rejouer les cruautés d'un âge sombre. Des hommes qui se laissent séduire par l'interdit et la promesse de pouvoir. Le contraste est saisissant avec l'univers que nous connaissions. The New Shadow ne cherche pas à nous faire rêver de hauts faits, mais à nous alerter sur la fragilité de la paix et sur la facilité avec laquelle le mal peut renaître dans les cœurs des hommes. Tolkien y esquisse une réflexion presque moderne, loin des mythes antiques qui inspiraient son œuvre. On y retrouve quelque chose d'intemporel, l'idée que la victoire absolue n'existe pas, que chaque génération doit affronter à sa manière l'ombre qui se glisse derrière elle. Ce n'est qu'un début, un embryon de récit, mais il porte en lui un bouleversement, car en lisant ces pages, on comprend pourquoi Tolkien lui-même s'est senti mal à l'aise avec cette orientation. Il avait créé un monde de lumière et de ténèbres, de héros et de tyrans.
et voilà que ce monde s'apprêtait à basculer dans la grisaille de l'ordinaire. Un terrain beaucoup plus proche de nous, certes, mais infiniment moins grandiose. Et pourtant, c'est précisément ce qui rend ce fragment fascinant. Il nous montre un Tolkien qui ose explorer une zone plus obscure, moins confortable. Un Tolkien qui, l'espace de quelques pages, nous rappelle que même sans Sauron, le mal n'est jamais loin. Il sommeille, il attend, et parfois il renaît là où on ne l'attend pas. Dans les jeux des enfants, dans les murmures des rues, dans les ombres portées d'un âge en paix. Très vite, Tolkien comprit que quelque chose n'allait pas. En relisant les quelques pages de The New Shadow, il sentit que la magie qui avait porté le Seigneur des Anneaux n'était plus là. Non pas qu'il doutât de la profondeur des thèmes qu'il abordait, au contraire, ils étaient peut-être plus proches encore de nos propres vies, mais il percevait une rupture brutale entre l'élan mythologique de son épopée et cette histoire nouvelle ancrée dans un quotidien presque terne. Pour lui, la véritable puissance de la Terre du Milieu résidait dans son souffle légendaire. Des contrées lointaines, des royaumes immenses, des combats où se jouait le destin du monde. Or, dans cette suite, il n'y avait plus de Morgoth, plus de Sauron, plus d'ennemis titanesques à abattre. Seulement des hommes livrés à leur faiblesse, minés par l'ennui et par la corruption morale. Tolkien en était conscient. Le mal ne disparaît jamais totalement. Il l'avait déjà écrit dans ses lettres, et même au cœur de son œuvre, le mal change de forme, il se transforme, il se fait plus subtil, plus insidieux. On le croit vaincu, et pourtant il revient déguisé, infiltré dans les gestes ordinaires. C'est ce qu'il essayait de montrer dans The New Shadow, non plus un mal incarné dans une figure unique, mais un mal diffus, rampant, qui prend racine dans les cœurs des hommes eux-mêmes. Le problème, c'est que ce constat, aussi vrai fut-il, ne suffisait pas à nourrir une grande épopée. Là où le Seigneur des Anneaux déployait des batailles contre des dragons, des chevauchées de cavaliers, des confrontations contre des seigneurs obscurs, la suite n'offrait que des intrigues locales, des sectes souterraines, des soupçons et des trahisons silencieuses. Tolkien voyait bien que, littérairement, le contraste était trop violent. Ses lecteurs, avides de grandeur et d'horizons épiques, se retrouveraient face à une fresque volontairement réduite, presque étouffante. Il y avait là un dilemme: comment raconter une histoire sans héros flamboyant, sans quête transcendante, et pourtant fidèle à la logique du monde qu'il avait bâti? Car si la guerre de l'anneau avait clos un chapitre, la vie devait continuer, et avec elle les mêmes travers humains. Mais raconter cette banalité, cette lente corrosion de la paix, revenait à abandonner le souffle mythique qui faisait battre le cœur de son univers. Ce malaise explique pourquoi Tolkien interrompit si vite son projet. Lui-même avoua qu'il s'agissait d'une histoire sinistre et déprimante. Privé de toute véritable noblesse, le mal, dit-il, ne pouvait être représenté désormais que par la corruption politique, la décadence morale, la lassitude des générations, et cela, aux yeux de Tolkien, ne constituait pas la matière d'un grand conte. En vérité, cette lucidité révèle la profondeur de sa pensée, car il aurait pu céder à la facilité, imaginer un nouvel ennemi surgissant du passé, inventer un successeur à Sauron pour redonner un souffle héroïque à sa saga. Mais il refusa. Il savait qu'un tel artifice trahirait la cohérence interne de son monde. La victoire de la guerre de l'anneau devait être réelle, définitive. Revenir en arrière aurait affaibli son mythe. Ainsi, ce qu'il nous laisse entrevoir dans The New Shadow, c'est l'image d'une humanité condamnée à lutter contre elle-même, privée d'ennemis extérieurs pour masquer ses propres failles. Une vérité sombre, peut-être trop sombre pour être racontée sous la forme d'un conte. Le désenchantement de Tolkien n'est pas seulement littéraire, il est aussi philosophique. Il reflète son regard sur l'histoire des hommes, toujours menacés par leur penchant destructeur, incapables de vivre longtemps dans la paix sans inventer de nouvelles ombres. Dans ce constat, il y a une forme de résignation mais aussi une lucidité presque prophétique,
Tolkien savait que la grandeur d'Arda ne pouvait se prolonger éternellement, que tout âge finit par décliner. La quatrième âge devait être celui des hommes et par conséquent celui d'un mal plus banal, moins spectaculaire, mais infiniment plus familier. Et c'est précisément cela qui le poussa à fermer son manuscrit avant même d'avoir véritablement commencé. Pour comprendre pourquoi Tolkien abandonna The New Shadow, il faut saisir la nature profonde de son projet littéraire. Le Seigneur des Anneaux n'était pas conçu comme une saga interminable, à la manière de certains récits modernes qui se prolongent indéfiniment. Il ne s'agissait pas non plus d'une simple suite de péripéties destinées aussi à satisfaire une demande éditoriale. Dans l'esprit de Tolkien, son œuvre devait se rapprocher des grands mythes fondateurs, ceux qui marquent une origine et définissent un horizon, plutôt que des récits qui s'étiolent en répétition sans fin. Dès ses premières réflexions, il voyait la Terre du Milieu comme un monde mythologique, un espace symbolique où les récits s'inscrivaient dans une fresque plus vaste, la lutte des puissances anciennes, la révolte des ténèbres, la lente venue de l'humanité comme héritière des âges passés. Le Silmarillion posait les fondations de cette histoire cosmique et le Seigneur des Anneaux en marquait l'accomplissement. Aller au-delà, c'était risquer de briser l'équilibre qu'il avait lui-même patiemment établi. Tolkien avait conscience que l'essence de son œuvre résidait dans le sentiment d'achèvement. La chute de Sauron, le retour du roi, la fin du Troisième Âge, tout cela formait une conclusion qui, malgré sa mélancolie, ouvrait sur une note d'espérance. Frodo, même brisé, accomplissait sa mission. Sam, de retour dans la comté, retrouvait une vie simple et féconde. Aragorn, devenu roi Elessar, inaugurait une ère de paix. C'était une manière de dire « le mal peut être vaincu et la lumière même fragile continue de briller ». Reprendre le récit après ce point culminant aurait signifié inverser ce mouvement. La quatrième âge, celui des hommes, ne pouvait qu'apparaître comme une période de déclin, privée de l'éclat des épopées anciennes. Tolkien le savait et c'est pourquoi il considérait que prolonger l'histoire équivaudrait à condamner son monde à une lente agonie narrative. Au lieu de rester une légende lumineuse, son œuvre aurait risqué de se transformer en chronique de corruption et d'ennui. Il refusait cette perspective. Son imagination, nourrie de mythes et de langues anciennes, cherchait la grandeur, la splendeur et le tragique, non la grisaille répétitive d'un monde usé. Réécrire encore et encore les mêmes conflits, inventer artificiellement de nouveaux ennemis, aurait vidé son univers de sa vérité intérieure. Tolkien préféra s'arrêter, préserver l'intégrité de son mythe plutôt que de céder à la tentation de la répétition. Ce choix révèle le poids de sa vision. Il voulait offrir au lecteur une œuvre close mais ouverte à l'imagination. Fermer le livre sur une victoire et une promesse, c'était laisser au lecteur la liberté d'imaginer ce qui vient après, sans enfermer la Terre du Milieu dans une spirale d'histoire toujours plus sombre. La note finale, même teintée de mélancolie, est celle de l'espérance. Elle résonne dans le sourire de Sam en rentrant chez lui, dans la paix fragile d'un monde qui renaît, dans la certitude qu'un âge nouveau peut commencer. En renonçant à The New Shadow, Tolkien affirmait donc une conviction, celle que les mythes ne doivent pas être épuisés mais préservés dans leur éclat. Sa décision, loin d'être une faiblesse, fut une manière de protéger son univers, car la grandeur d'Arda n'était pas dans sa prolongation artificielle, mais dans la force de son achèvement. Ainsi, le poids de sa vision se mesure à ce qu'il a refusé d'écrire. Là où d'autres auraient prolongé indéfiniment l'histoire, Tolkien sut reconnaître le moment où elle devait se taire. Et ce silence, paradoxalement, rend son œuvre plus puissante encore. Lorsque Tolkien abandonna The New Shadow, il ne laissa pas un vide, mais au contraire un éclat plus vif encore à la fin du Seigneur des Anneaux. Car l'histoire se refermait déjà sur un équilibre subtil, la chute de Sauron, la restauration du royaume d'Aragorn, le retour de Sam à la comté. Tout cela formait une conclusion empreinte de mélancolie, mais aussi d'espérance. Vouloir prolonger ce récit aurait signifié transformer cette lumière en une grisaille sans grandeur,
où les complots et la corruption politique auraient remplacé la lutte titanesque contre le mal absolu. Tolkien en était conscient. Pour lui, la quatrième âge devait rester en marge du récit comme une frontière invisible. C'était l'âge des hommes, celui où la magie se retire, où les elfes disparaissent et où les légendes deviennent des souvenirs. En choisissant de ne pas écrire cette époque, il préservait la puissance symbolique de son univers. Ce silence, loin d'être une faiblesse, était une manière de protéger la cohérence de son monde. Un mythe doit savoir où s'arrêter pour rester intemporel. Il y a là une leçon profonde. Un récit ne gagne pas toujours en grandeur lorsqu'il se prolonge indéfiniment. Parfois, c'est ce qui demeure inachevé, ce qui reste hors des pages, qui nourrit le plus l'imaginaire. La décision de Tolkien fait du lecteur l'héritier de cette histoire. C'est à nous d'imaginer la suite, de rêver la fragilité de la paix, de pressentir les ombres qui rôdent dans un âge sans héros. Ainsi, la Terre du Milieu vit encore, non parce que Tolkien a tout écrit, mais précisément parce qu'il a su se taire au bon moment. Son univers conserve cette aura de mystère qui nous attire encore aujourd'hui, comme une porte entrebâillée sur un monde plus vaste que nos yeux. Et si vous souhaitez continuer à franchir cette porte, à explorer ensemble les ombres et les lumières de l'œuvre de Tolkien, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like éclatant, aussi pur que la lumière d'Erendil dans les ténèbres.